Ça va être dur aujourd'hui. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Je vais procéder souvent par des citations, des extraits du texte de Céline, que je vais donc agencer au fur et à mesure de cette quête à l'intérieur du voyage au bout de la nuit. J'avais un titre, Céline, l'œuvre noire, parce que, au fond, l'œuvre noire, vous le savez en alchimie, c'est la putréfaction de la matière qui est le temps nécessaire pour que se produise une transmutation, et que, enfin, c'est la pourriture, et que Céline, enfin, le voyage au bout de la nuit, ça se joue tellement dans le vomi, l'excrémentiel, la caverne fécale, la gadoue, l'immonde, que ce noir-là me semblait finalement bien collé. Et puis, comme au terme, il en émerge une œuvre qui fascine, qui a une sorte de beauté au bout de la laideur, une œuvre d'art en somme. Vous vous rappelez l'interview de Céline en 1958, Céline vous parle, où il disait que l'important, c'était, ce qu'il retenait avant tout, c'était le style. Donc je me disais, après tout, oui, l'œuvre noire, ça pouvait en effet rendre compte de ce que je voulais vous dire à propos de ce texte. Ça induit quand même un peu en erreur parce que c'est trop ésotérique ou trop initiatique. Il faut y mettre un autre accent, un accent peut-être plus sauvage, plus âcre pour en rendre compte. Et alors là, j'ai eu finalement un éclair, je regrettais de ne pas avoir pris ce titre. Céline, c'est notre Diogène. Céline le cynique. Donc le titre que je voulais, c'est Céline le chien. Ça colle très bien avec son affection pour les bêtes, ça sonne comme une insulte, ce qui me ravit aussi quelque part, mais ça a aussi un enjeu philosophique. Celui-là même, d'ailleurs, auquel Michel Foucault, en 1984, dans son cours au Collège de France, qui s'intitulait « Le courage de la vérité », avait mis en lumière ce qui en grec s'appelle la parésia. La parésia, c'est, la racine reine qui veut dire parler, c'est la liberté de parole, c'est la hardiesse, c'est l'impudeur même de dire le vrai. Donc c'était, le soulignait Foucault, l'apparition d'un mode de vie, autant que d'une école de philosophie de type nouveau, c'était le philosophe cynique. C'est quand même curieux que dans ce cours, Michel Foucault parle énormément de la philosophie cynique, va très loin également, mais n'aborde à aucun moment, sauf erreur de ma part, Céline. Pourtant, si on relit, là c'est la partie soft encore de mon début, si on relit Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres, un texte du début du IIIe siècle de notre ère, au livre 6, paragraphe 41, on prêtait cette parole fameuse à Diogène, Lugnon metemeran apsas anthropon fecit zeto, ayant allumé une lanterne en plein jour, il dit « Je cherche un homme ». Oui, un homme. Mais quand il s'est mis à crier « Oh là, des hommes !» alors les gens se sont attroupés autour de lui. Et qu'est-ce qu'a fait Diogène? Il a pris un bateau, il les a chassés en disant « J'ai appelé des hommes, pas des ordures ». En grec, katarmata. C'est le mot que vous trouvez dans la catharsis, ça veut dire purifier. Et donc, ce que vous rejetez en purifiant, ce qu'on nettoie, ce sont les ordures. Donc le mot en grec katarmata désigne les ordures. Et Diogène errait sans feu ni lieu, avec sa pauvre besace, inclassable, étranger au monde, dénonçant par des attaques mordantes comme un chien aboyant après les hommes, se masturbant en public, enfin, c'est déjà du Céline, si vous voulez, du Bardamu en tout cas. Et on lui appliquait ces vers de la tragédie, sans cité, sans maison, privé de patrie, mendiant, vagabond, vivant au jour le jour. Et là on pense à Bardamu, le nom du héros du voyage, à ses tribulations. Il y a dans Bardamu, évidemment, ce qui se remue, il y a le mouvement dans la fin de ce nom,
Et puis qui emporte quoi? Qui emporte sa charge, comment dire, dans l'armée, son barda, qui est en route avec lui. Et il poursuit son voyage parmi les hommes, à chercher quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il cherche dans la nuit? Qu'est-ce qu'il cherche jusqu'au bout de la nuit? Et ce voyage, au fond, je dirais, puis je fais référence à Diogène, c'est sa lanterne à lui. Cette lanterne qu'il allume, je dirais, pour éprouver, pour rencontrer notre condition d'homme. C'est sans espoir. Mais justement, dans l'épigraphe au roman, l'auteur nous avertit, il fait un avertissement au lecteur. Ceci, c'est une histoire fictive. Notre voyage à nous, dit-il, est entièrement imaginaire. En réalité, cette traversée du monde en temps de guerre, première partie du roman, dans les colonies, deuxième partie, dans la ville debout, c'est-à-dire New York et l'Amérique industrielle, à Détroit, troisième partie, dans la banlieue parisienne minable, quatrième partie, etc. Ça n'est pas une littérature réaliste, c'est une puissante allégorie, c'est un voyage métaphorique, qui prolonge d'ailleurs, au resco référence, oserais-je faire une comparaison, qui prolonge une vieille image de la tradition chrétienne, ce qu'on appelait l'homo viator, l'homme voyageur, l'homme en voyage dans ce bas monde qui n'est qu'une vallée de larmes, en attendant d'entrer dans le royaume. Sauf que pour Céline, évidemment, il n'y a pas de royaume. La nuit, ici, la nuit, c'est pas forcément la nuit réelle, c'est souvent la nuit réelle, mais c'est une nuit, c'est une image, c'est une métaphore, c'est un choix, celui de s'enfoncer dans la nuit, à tâtons, les yeux grands ouverts, et d'aller jusqu'au bout, comme il dit, dans la peine, il dit même une majuscule, la peine, et dans la peur, pour savoir pourquoi qu'on est là. C'est donc un choix qui sépare les voyageurs dans la nuit de ce qu'il appelle les gens du jour, ceux qui ne vous comprennent plus. C'est ça le paradoxe. C'est d'entrer dans la nuit pour voir, à l'opposé des gens du jour qui, eux, font tout pour n'en rien savoir, qui font tout pour s'aveugler dans leur bassesse sur ce qu'ils peuvent bien faire ici. Donc entrer dans la nuit pour se défaire des illusions qui nous soutiennent. Non, ça n'est pas gagné d'avance. Bardamu dit lui-même, maintenant qu'il s'agissait d'ouvrir les yeux dans la nuit, j'aimais presque autant les garder fermés. Donc, si c'est le cas, c'est parce qu'au bout de la nuit, c'est ça qui apparaît à chaque fois, c'est qu'au bout de la nuit, il n'y a rien. C'est ça la mort, dit-il, dont la nuit est justement l'image. C'est donc un voyage sans espoir. Le choix de Céline, c'est le choix, on peut dire, de l'autre côté de la vie. Il est sur l'autre bord, sur le bord cynique, critique, qui maintient obstinément une question sans réponse, la question d'un non-sens, la question d'un réel comme non-sens. Seulement voilà, tant que nous sommes. Même pas bon à penser la mort qu'on est. Les gens du jour dont il parle, c'est nous tous. D'ailleurs, c'est nous qui parlent, c'est pour ça qu'on le déteste, évidemment. C'est nous tous, y compris lui-même. Et c'est pas très beau à voir. Alors là, je commence à m'enfoncer dans la partie sinistre. Vous voyez ce paragraphe, par exemple, au milieu du livre, il est à ce moment-là devenu médecin à Rancy-la-Garenne. C'est Clichy-la-Garenne, il l'appelle Rancy, parce qu'évidemment on est toujours dans le rance, dans ce qui suinte, dans ce qui pue, etc. Et là, c'est donc un nom qui est tout un programme. Et il décide de filer en douce, il ferme son cabinet, il quitte sa pratique médicale, et voici ce qu'il dit, Bardamu. Quant aux malades, aux clients, je n'avais point d'illusion sur leur compte. Ils ne seraient dans un autre quartier ni moins rapaces, ni moins bouchés, ni moins lâches que ceux d'ici. Le même pinard, le même cinéma,
les mêmes ragots sportifs, la même soumission enthousiaste aux besoins naturels, de la gueule et du cul, en referait là-bas comme ici la même horde lourde, bouseuse, titubante d'un bobard à l'autre, hablarde toujours, hablarde, hein, c'est un néologisme de Céline qui va croiser comme ça, hableur, la vanterie, roublard, avec en même temps une teinte blafarde. Donc hablarde toujours, trafiqueuse, malveillante, agressive entre deux paniques. Et il y a encore, dans le même son de cloche, cette vision par la fenêtre qu'il a des passants, de la foule dans la rue. Je savais, moi, ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils cachaient avec leurs airs de rien, les gens. C'est tuer, et se tuer qu'ils voulaient. Pas d'un seul coup, bien sûr, mais petit à petit, comme Robinson, ça c'est son double, on y reviendra, comme Robinson avec tout ce qu'il trouvait, des vieux chagrins, des nouvelles misères, des haines encore sans nom, quand ça n'est pas la guerre toute crue et que ça se passe alors plus vite que d'habitude. Donc vous avez vu la horde humaine, et là vous avez plus inquiétant encore, dans cette horde humaine, l'instinct de mort. Notez le nom de Robinson. Robinson, c'est le personnage qui, récurrent, il réapparaît toujours à un moment critique, de façon évidemment totalement invraisemblable, à l'intérieur du récit. C'est une sorte de double de Bardamu. C'est sa mauvaise étoile, son compagnon de malheur. Quand il apparaît, ça lui redonne des migraines et du coup, sa tête ne va plus bien, à Bardamu. Et donc, c'est celui qui met au malaise, Bardamu. Mais Robinson, c'est un nom qui renvoie à Daniel Defoe, à Robinson Crusoe, et à son compagnon Vendredi, dans leur île déserte, eux, où ils apprenaient à survivre. Il y a un lien de Céline à Defoe. L'art, je peux dire, de doter des événements fictifs de toute l'apparence de la réalité. C'est ça qui a fait le succès de Daniel Defoe. L'art de lester la fiction du poids du réel. Mais en même temps, c'est à rebours de Robinson Crusoe. C'est à l'envers. D'abord, ce n'est pas le héros, c'est le compagnon du héros qui s'appelle Robinson et qui ne cesse de faire son retour, et cette fois non pas dans l'île déserte, mais dans la foule d'un monde habité, d'un monde citadin, écœurant. Bon, Céline déteste la campagne, de toute façon. Et cette foule, qu'est-ce qui l'habite, cette foule? Alors là, la nature humaine, les hommes y tiennent à leurs sales souvenirs, à tous leurs malheurs, et on ne peut pas les en faire sortir. Ça leur occupe l'âme. Ils se vengent de l'injustice de leur présent, en besognant l'avenir au fond d'eux-mêmes avec de la merde. Juste et lâches qu'ils sont, tout au fond, c'est leur nature. D'où cette insoutenable vocation de meurtre qui nous habite. Et là, on va avoir ce passage avec ce qui n'est pas encore très net dans Voyage au bout de la nuit, mais qui va devenir le style même de Céline. Vous avez ces fameux 3 points de suspension qui hachent les phrases, qui ne sont pas du tout des points de suspension. Il n'y a rien qui est en suspens à ce moment-là. C'est une sorte de halètement, d'émotion serrée au plus près. Lui, il cherche l'émotion à chaque fois. Alors c'est Robinson qui va parler ici. Parce que tu vois, les hommes, quand ils sont bien portants, il n'y a pas à dire, ils vous font peur. Surtout depuis la guerre. Moi, je sais à quoi ils pensent. Ils ne s'en rendent pas toujours compte eux-mêmes. Mais moi, je sais à quoi ils pensent. Quand ils sont debout, ils pensent à vous tuer. Tandis que quand ils sont malades, il n'y a pas à dire, ils sont moins à craindre. Il faut attendre à tout que je te dis, tant qu'ils tiennent debout. C'est pas vrai? C'est bien vrai que je peux forcer de dire, c'est Bardamu qui répond à Robinson. Et alors toi, c'est-il pas pour ça aussi que tu t'es fait médecin, qu'il m'a demandé encore? Bien sûr, à côté de ce partage entre les gens du jour et puis ceux qui s'enfoncent dans la nuit pour aller quelque part toujours plus loin et jusqu'au bout, il y a une autre ligne de partage dans ce roman, au sein de ce récit. Le partage entre les riches et les pauvres. Dès le début, il le dit, je n'avais pas encore appris, là, il a 20 ans à ce moment-là, il s'est engagé volontaire dans l'armée, il se trouve jeté dans la boucherie universelle.
Je n'avais pas encore appris qu'il existe deux humanités très différentes, celle des riches et celle des pauvres. Il m'a fallu, comme à tant d'autres, 20 années et la guerre pour apprendre à me tenir dans ma catégorie. Alors sa catégorie à lui, c'est celle des pauvres, des miteux, de la misère. C'est vrai aussi ce qu'elle disait. Alors il parle, c'est Lola, son amie américaine, rencontrée bien sûr près de l'Opéra Comique pendant sa permission ou pendant sa convalescence à Paris. C'est vrai aussi ce qu'elle disait que j'avais bien changé. Il la retrouve aux États-Unis. L'existence, ça vous tord et ça vous écrase la face. À elle aussi, ça lui avait écrasé la face, mais moins, bien moins. Les pauvres sont fadés. Fadés, c'est un mot qu'on trouve en méridional, enfin en langue, dans le midi de la France. C'est-à-dire, ils sont bien réussis, ironiquement. Ils ne sont pas ratés. Fadé, c'est le mot que vous trouvez dans un fada. Le fada, celui qui est fou, qui a eu le fatum, au pluriel, d'autres pluriel, les fata, les destinés, donc ceux qui ont perdu un peu la tête. Les pauvres sont fadés. La misère est géante. Elle se sert pour essuyer les ordures du monde de votre figure comme d'une toile à laver. Il en reste. Et là, l'évocation nous touche chacun individuellement. Continue. Un autre passage. Sa peine. Tout le monde sait bien, n'est-ce pas, qu'on l'a bel et bien gardée entièrement pour soi. Comme on devient de plus en plus laid et répugnant à ce jeu-là en vieillissant. On ne peut même plus la dissimuler, sa peine, sa faillite. On finit par en avoir plein la figure de cette sale grimace qui met des 20 ans, des 30 ans et davantage à vous remonter enfin du ventre sur la face. C'est à cela que ça sert, à ça seulement un homme, une grimace, qu'il met toute sa vie à se confectionner, et encore qu'il arrive même pas toujours à la terminer, tellement qu'elle est lourde et compliquée, la grimace qu'il faudrait faire pour exprimer toute sa vraie âme sans rien en perdre. Là encore, on a cette idée avec lui ça revient, c'est lancinant dans son texte, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça va prendre toute une vie pour que quelque chose comme la vérité de ce qu'on est soi-même en sorte. Et c'est une grimace. C'est comme la remontée d'une laideur consubstantielle. Alors les riches là-dedans, et les pauvres, les riches, dit-il, n'ont pas besoin de tuer eux-mêmes pour bouffer. Ils les font travailler, les gens, comme ils disent. Ils ne font pas le mal eux-mêmes, les riches. Ils payent. Les femmes des riches, bien nourries, bien menties, bien reposées, elles deviennent jolies, ça c'est vrai. Après tout, ça suffit peut-être, on ne sait pas. Ça serait au moins une raison pour exister. Tandis que les pauvres ont une frénésie de sécurité, eux. Donc ils s'attachent à leur rente. Une rente, c'est plus important que d'être bien portant. Parce qu'une rente, comme dit toujours Céline, c'est comme la misère, ça dure toute la vie. Mais seulement attention, les gens riches, eux, ils sont sous dans un autre genre. Être riche, c'est une autre ivresse. C'est oublier. C'est même pour ça qu'on devient riche. Pour oublier. C'est ça l'attitude des hommes. Ou bien le déni, ou bien l'oubli. Et là, le vieil avertissement retentit, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Après tout, Hélène Firla jouait dans la pièce, n'est-ce pas, de laboureur de Bohème, la mort, mais le laboureur, comme elle joue ici et qu'elle incarne admirablement Bardamu dans la première partie du roman. Mais avec Céline, évidemment, on n'est pas dans les bondieuseries. Il n'y a pas de consolation à attendre. Memento mori, en tradition chrétienne, c'est pour dire détourne-toi de ce monde et espère en l'autre monde. Il n'y a pas d'autre monde. Au bout de la nuit, il n'y a rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on cherche dans la nuit? Qu'est-ce qu'on cherche à vouloir aller toujours plus loin dans la nuit jusqu'au bout? C'est une question qui me tarabustait quand je relisais donc ce texte de Céline.
Il y a dans la deuxième partie du livre, il y a un entretien entre un abbé, l'abbé Protiste, et notre Bardamu. Et un entretien où se condense ce qui ressemble à une mauvaise farce, ce qu'il appelle cette farce atroce de durer. Spinoza dirait de persévérer dans son être. Je cite l'abbé Protiste. Maintenant, dit Bardamu, maintenant qu'il nous avait rejoints dans notre angoisse, c'est toujours sur ce fond d'angoisse que se fait le voyage. Maintenant qu'il nous avait rejoints dans notre angoisse, il ne savait plus trop comment faire, le curé, pour avancer à la suite de nous quatre. Alors les nous quatre, c'est le fameux couple de monsieur et madame Enrouille, Robinson et Bardamu. Il ferait une allusion tout à l'heure. Pour avancer donc à la suite de nous quatre dans le noir. Eh bien qu'on est dans un domaine purement métaphorique ici, nous sommes en plein jour. Un petit groupe. Il voulait savoir combien qu'on était déjà dans l'aventure. Ça se situe, ce passage, après que Robinson, notre fameux Robinson, a essayé pour le compte de la belle-fille Enrouille de crever la vieille mère Enrouille. Et puis ça lui a explosé en plein visage, le piège, il en devient aveugle, et il vaudrait mieux qu'il parte ailleurs. C'est la situation absolument sordide, tout ça pour essayer de récupérer le fond du jardin, enfin, épouvantable. Donc voilà où on en est. Et alors, le Bardamu donc, ça continue ici, où que c'était que nous allions? C'est ce qu'il demandait, ce qu'il voulait savoir, pour pouvoir lui aussi tenir la main des nouveaux amis vers cette fin qu'il nous faudrait bien atteindre tous ensemble ou jamais. On était maintenant du même voyage. Il apprendrait, c'est l'abbé Protiste, il apprendrait à marcher dans la nuit, le curé, comme nous, comme les autres. Il butait encore. Il me demandait comment il devait s'y prendre pour ne pas tomber. Il n'avait qu'à pas venir s'il avait peur. On arriverait au bout ensemble et alors on saurait ce qu'on était venu chercher dans l'aventure. La vie, c'est ça. Un bout de lumière qui finit dans la nuit. Et puis peut-être qu'on ne saurait jamais, qu'on ne trouverait rien. C'est ça, la mort. Donc, vous voyez comment se construit ce récit. Vous voyez bien sur quoi il repose. La raison pour laquelle je vous dis, c'est une allégorie. On est embarqué dans la même aventure. Et on va au bout de cette nuit, à moins d'être dans les gens du jour qui veulent oublier et de rien savoir. On le fait pour savoir ce qu'on est venu chercher. Ce sera peut-être en vain, on n'aura rien trouvé, on n'aura trouvé rien. L'épigraphe nous le disait encore dès le début, toujours très important les avertissements au lecteur, comme au début des essais de Montaigne. L'avertissement au lecteur, c'est très très important. Montaigne écrivait pour recomposer son image perdue depuis que la Boétie était mort. Il nous dit ceci, notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Il va de la vie à la mort. Seulement, il faut faire travailler l'imagination. C'est même à quoi ça sert le voyage. Et c'est utile. Ça nous maintient en éveil. Ça dessille les yeux. Il y a un épisode, justement, avec Robinson, un épisode hautement symbolique à ce moment du récit. Le moment où, après sa tentative d'assassinat manqué, Robinson, dans le piège, a explosé au visage, les yeux brûlés, n'ayant pas réussi à supprimer la vieille, alors elle qui s'accroche à la vie, la vieille en rouge, elle veut jamais mourir, on n'arrive pas à la faire mourir, il faudra la tuer pour qu'elle meure. Robinson comprend à ce moment-là qu'il a perdu la vue. Et il le comprend en sentant l'air frais qui passe par la fenêtre. Jusque-là, il croyait qu'il vivait dans la pénombre. On lui faisait croire que pour ses yeux, il fallait rester dans l'obscurité. Et puis il sent l'air frais. Il dit, mais alors, Bardamu, qu'il a hurlé alors, après moi, Bardamu, elle est ouverte, la fenêtre. Il ne voyait rien, évidemment, mais il sentait l'air. Il les allongeait alors, ses bras, comme ça, dans son noir, tant qu'il pouvait, comme pour toucher le bout. Il ne voulait pas y croire, du noir tout à lui, et il pleurait. Il était arrivé au bout lui aussi.
On ne pouvait plus rien lui dire. Il y a un moment où on est tout seul, quand on est arrivé au bout de tout ce qui peut vous arriver. C'est le bout du monde. Le chagrin lui-même, le vôtre, ne vous répond plus rien. Et il faut revenir en arrière alors, parmi les hommes, n'importe lesquels. La force du voyage est tout entière résumée dans un tel passage. Quelque part, on a largué les amarres, on s'est détaché des hommes, de son milieu, de sa ville, pour aller au bout du monde, c'est-à-dire au bout de tout ce qui peut vous arriver. Et ça, c'est un voyage qui se fait dans le noir. Dans le noir, bien sûr, mais éveillé. On est sur l'autre bord de la vie, on est du côté de la nuit. Il y a un côté anti-Proust chez Céline. Il a Proust dans le collimateur depuis le début, d'ailleurs. Il le cite à un moment donné, enfin, pour dire, c'est pas du côté de chez Swann, c'est du côté de la nuit, mais pas la même nuit que celle de Proust, etc., etc. Donc, il est dans le noir, mais éveillé. Et donc, c'est un voyage dans le... c'est un voyage dans le noir, mais éveillé, et on y porte sa peine, son chagrin, comme un barda, jusqu'au bout. Et on se retrouve seul, et on ne trouve rien. Et alors on revient parmi les hommes. Seulement voilà, on est allé jusqu'au bout de soi-même. Quelque part, on est averti, on en revient averti. On en revient averti sur ce qu'on est soi-même et ce que sont les hommes. Quelque part, on a franchi une passe. On a franchi, comme disent parfois certains, l'écran de son fantasme. Alors, s'il y a un fil conducteur dans le voyage, ben c'est justement ça, c'est le noir. Je vous rappelle, puisque vous n'avez pas forcément en tête tous l'ensemble du récit, le spectacle ne vous présentait que la première partie, que la guerre. Je vous rappelle la trame du récit pour faire entendre le texte en relevant toujours certains passages qui sont comme des moments chocs. Il y a 6 moments. Il y a d'abord la guerre en 14, avec cette phrase « ça a débuté comme ça ». Cette phrase initiale du roman, elle est aussi célèbre que la fameuse « longtemps je me suis couché de bonheur » ou de la recherche de Proust. Ça se passe où? Ça se passe dans les champs des Flandres. C'est les Ardennes, c'est la Meuse, c'est la brigade qui part dans la nuit. On l'envoie quelque part rejoindre un poste en pleine nuit, ça commence comme ça, donc là, dans une nuit tout à fait réelle. Et moi, je vois rien du tout, dit l'un des soldats. C'est tout noir comme un cul. Notez bien que le petit patelin où ils doivent se rendre, ça s'appelle la noirceur sur la Lys. Tout un programme. Ça commence déjà. Ça va s'étaler la noirceur sur le blanc immaculé des idéaux. Là, il n'en rate pas un, Céline, de ce point de vue-là. Ce qu'on cherchait à ne pas voir, dit-il alors, c'est cette petite compagnie qui est dans le noir, ce qu'on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi. Et on ne pourrait plus voir qu'elle, sa propre mort. C'est ça l'expérience initiale, l'expérience emblématique. On ne veut pas voir cette évidence. Seulement la guerre vous la met sous les yeux, cette évidence. Votre propre mort. Vous pouvez la rencontrer à tout instant. Et le roman part justement de cela, au plus réel. Mais au cours de cette expédition nocturne, où il essaie de retrouver la compagnie ou l'endroit où il devait aboutir, je crois que c'est à Barbanie ou quelque chose comme cela, au cours de cette expédition nocturne, au hasard des rencontres, dans les villages désertés où subsiste ici ou là une lumière, une personne apeurée, etc. Et le voyage sert de révélateur ici. Ce que dit Bardamu, décidément, tous les gens que j'avais rencontrés pendant cette nuit-là m'avaient montré leur âme. Donc cette nuit, et c'est pour ça qu'elle est emblématique, elle est révélatrice. Elle est révélatrice de ce que, dans la peur, dans l'angoisse, dans la misère, les gens portent en eux, véritablement. Et rien de très beau. Alors, bon, Bardamu, blessé, médaillé, convalescent, rentre à Paris. Et alors là, c'est plus sur le champ de bataille, ça se passe à l'arrière,
entre les hôpitaux et les petites actrices de l'opéra comique, avec l'américaine Lola au Bois de Boulogne. Bon, je vous passe tous ces éléments-là, c'est aussi une partie très importante, bien sûr, du roman. Seulement, Bardamu est atteint. Il n'a plus toute sa tête. Ma propre mort me suivait, pour ainsi dire, pas à pas. Donc il continue à vivre avec cette hantise de la mort. Il est un assassiné en sursis. J'avais bien du mal à penser à autre chose qu'à mon destin d'assassiner en sursis. Et là, en passant devant un stand de tir désaffecté d'une baraque foraine, abandonné, il est brusquement saisi d'un délire que rendait admirablement Hélène Firla, d'ailleurs en parlant, c'est sur moi qu'on tire, comme si, dans ce stand de tir, ce qu'il disait à Lola qui l'accompagne, il se voyait déjà, lui, la cible, et recevoir le coup de feu mortel. Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu'ils ont expliqué à l'hôpital par la peur. C'était possible. La meilleure des choses à faire, n'est-ce pas, quand on est dans ce monde, c'est d'en sortir. Fou ou pas, peur ou pas, en sortir de ce monde. Là, avec un peu d'écho, Édipe, mes funailles, puissais-je n'être jamais né. Si une fois que vous êtes tombé dans ce monde, la meilleure chose à faire, c'est d'en sortir. C'est là l'écho, brusquement, mine de rien, au détour de cet accès de frénésie, de folie, qui le reprend dans la hantise de la guerre, où la mort était toujours menaçante, pendante. Là, ce cri, en sortir. Donc ça a commencé comme ça, le roman, avec la guerre. La peur, la mort, l'accès de folie. Et aussi les petites amies, Lola, Musine, les aventures, comme il dit, mystiquement anatomiques. Et puis c'est le refus. Face à ça, c'est le refus. Je refuse la guerre, Lola, lui dit-il. Et on ne soigne pas la peur. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Et je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Bon, seulement à l'hôpital, un hôpital animé par des grands sentiments patriotiques, animé, comme il dit, par la religion drapotique, qui au fond de ramener tous ces soldats, les remettre en état pour les relancer sur le front. On peut dire repartir une fois, comme dans la nuit des Flandres, dit-il, la mort nous tracassait. Il est en sursis de mort. S'il ne se trouve pas sur le champ de bataille, il sera condamné comme déserteur et fusillé. Sa seule idée, c'est donc de s'échapper vivant de ce qu'il appelle un abattoir international en folie. Notez le regard de Céline sur les choses, n'est-ce pas, cette désidéalisation radicale, sans concession, ce point de vue médical sur le corps et sur ses déchets. Regardez ce qu'il dit de la ville. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boîte à ordures. Ça, c'était le premier temps de l'aventure. Bon, je suis encore gentil. Deuxième temps de l'aventure. On est là dans l'Afrique coloniale. Donc on est encore en temps de guerre, mais il arrive à partir, il est plus ou moins réformé, donc il part vers l'Afrique coloniale. Là encore, avec la traversée, au début ça se passe bien, au Portugal, après on tombe dans la chaleur des tropiques. Et là, avec la chaleur des tropiques, dans la traversée, dans l'espace confiné du bateau, qu'on appelle l'amiral Bragueton, les noms de bateaux, bien sûr, il y a l'Infanta Combita, il y a l'amiral Bragueton, etc. Les noms chez Céline, c'est aussi, on peut dire, un délice. Donc, là, c'est là que va se révéler la vraie nature humaine. Ce n'était plus un voyage, dit-il, c'était une maladie. Nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoquée, libérée, bien débraillée enfin,
leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale, pour instinct tels crapauds et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août. Dans le froid d'Europe, on ne fait hors les carnages que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères. Mais leur pourriture envahit la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques. C'est ça l'aveu biologique. Donc, vous voyez, le bénéfice du voyage dans la nuit des Flandres, comme dans l'étuve tropicale, dans le carnaval torride, comme ils l'appellent, c'est ça aussi, d'être ce révélateur de la nature humaine. La haine, la cruauté, la volonté de tuer. Comme il le dit d'ailleurs, faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Et puis après, il entre, alors, donc là, il était au port, il était à Douala, à Forgono, il descend du côté de Campo, qu'on appelle Topo dans le roman, et il pénètre, en remontant le fleuve, dans les forêts congolaises, qui ont donc pris la place des Vosges ou des Flandres dans le récit. Comme lui dit une des personnes qui étaient là en place, pas de canon ici, pas de balles non plus. En somme, c'est une affaire, sauf ils patauchent dans la boue en permanence, c'est l'enfer africain des tropiques. Et il est pris dans une sorte de délire dû à la fièvre qui ne le quitte plus. Donc le voyage va continuer, passant de l'est à l'ouest, il arrive à se faire embarquer en passant par l'ancienne Guinée espagnole, et il part à ce moment-là vers l'Amérique. Et on ne sait plus très bien où l'on en est à ce moment-là, parce qu'il y a dans le texte de Céline des moments où on décolle totalement du réel. Figurez-vous qu'il traverse l'Atlantique dans une sorte de galère, comme si au XXe siècle, il y avait encore des galères, une galère anachronique, rame, n'est-ce pas, bon, qui va débarquer quelque part près de New York. Alors arrivons-en à New York. Mais le pire donc, ce que je vais vous raconter, c'est quand on a passé la guerre, passé l'Afrique coloniale, passé l'Amérique, et quand on va arriver dans la banlieue parisienne. Alors là, tenez-vous bien. Donc, l'Amérique, alors l'Amérique d'abord c'est New York. Ah, New York, c'est très bien, parce qu'il y a des moments magnifiques, c'est un art de façon très visionnaire, de saisir, de capter d'un trait quelque chose. New York, la ville debout, comme il l'appelle. Les villes à Paris, c'est des villes plates. Maintenant, ça a changé. Enfin, autrefois, bon, c'est pour ça que quand on a créé la Tour Montparnasse, ça a été un scandale. Ça brisait justement ce qui était justement la platitude normale de Paris. Donc, c'est la ville debout. Et là, le regard encore est impitoyable. Regardez comment il parle de Broadway. C'était comme une plaie triste, la rue, qui n'en finissait plus, avec nous au fond, nous autres, d'un bord à l'autre, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde. Et vous voyez, à ce moment-là, brusquement, ça devient l'emblème, le symbole de toutes les rues du monde, dans ce voyage qui doit les mener jusqu'au bout, de quelque part, mais vers où? C'est cette sorte de déplacement du réel qui est par moments absolument bouleversant dans le texte de Céline, ce regard visionnaire de la réalité. Et Manhattan, le quartier pour l'or, comme il dit, le dollar, un vrai Saint-Esprit, plus précieux que du sang. Et dans ce carnaval, alors, il appelle ça, dans ce carnaval insipide de maisons en vertige. Imaginez New York, carnaval insipide de maisons en vertige. C'est l'art du trait dont je vous parlais. Cette monotonie gonflée de pavés, de briques et de travées à l'infini, et de commerce encore, ce chancre du monde, éclatant de réclames prometteuses et pustulantes, 100 000 mensonges radoteux. Et là, on a une réflexion qui suit sur cette vocation de l'être humain d'être une sorte de Sisyphe, sur l'absurdité. Le mot n'est qu'une fois employé, absurde, dans cette farce absurde ou atroce de durée de notre existence. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille, et depuis déjà tellement trop longtemps.
Où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces 1000 projets qui n'aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de l'accablante nécessité qui toujours avorte, et toutes pour aller se convaincre, une fois de plus, que le destin est insurmontable, qu'il faut retomber au bas de la muraille chaque soir, sous l'angoisse de ce lendemain, toujours plus précaire, plus sordide. C'est l'âge aussi qui vient peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu tuer, moi. Le mieux était donc de sortir dans la rue, ce petit suicide. Et là, il se retrouve dans la grande marmelade des hommes dans la ville, comme il dit. Vous voyez, l'intérêt, d'ailleurs, il dit, l'intérêt d'être l'étranger, d'être en exil, c'est qu'on est à une sorte de moment un peu en suspens. On est entre le moment, on est dans le moment où les habitudes anciennes sont en train de vous quitter, puisqu'on n'est plus dans le même monde, et où les nouvelles habitudes ne vous abrutissent pas encore. Alors ça vous permet cette inexorable observation de l'existence telle qu'elle est vraiment, pendant ces quelques heures lucides, exceptionnelles. Tout dans ces moments, je cite toujours, puisqu'au fond je ne fais que ça, un commentateur, il fait que citer un texte. Tout c'est de faire apparaître les bonnes choses à entendre. Tout dans ces moments vient s'ajouter à votre immonde détresse pour vous forcer, débiles, à discerner les choses, les gens et l'avenir tels qu'ils sont, c'est-à-dire des squelettes, rien que des riens, qu'il faudra cependant aimer, chérir, défendre, animer, comme s'ils existaient. Et là, au moment où Lola, il a retrouvé Lola à New York pour la taper, pour lui demander de l'argent, bien sûr, Lola est vraiment exécrable au possible. Et donc elle va se débarrasser de lui au plus vite, et elle a raison, bien sûr, puisqu'il vient uniquement pour prendre de l'argent. Et alors il dit ceci: elle tenait à me semer dans la nuit le plus tôt possible. C'était régulier. À force d'être poussé comme ça dans la nuit, on doit finir tout de même par aboutir quelque part, que je me disais. Courage, Ferdinand. Tu finiras sûrement par le trouver, le truc qui leur fait si peur à tous ces salauds-là, autant qu'ils sont, et qui doit être au bout de la nuit. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas, eux, au bout de la nuit. C'est ce thème lancinant ici, celui qui est rejeté là, dans la nuit réelle, mais qui devient la grande nuit du voyage et de cette quête qu'il poursuit toujours. Au bout de la nuit, quand on aura porté sa détresse, sa peine jusque-là, on aura buté sur une évidence, l'évidence de notre condition pour la mort, et puis rien. Et alors on reviendra parmi les hommes, bon an, mal an. C'est ça le voyage au bout de la nuit. Alors après New York, il y a Détroit. Ah, Détroit, les usines Ford, la condition ouvrière. Ouais, c'est les temps modernes qui sont là, n'est-ce pas? La continuité fracassante des 1000 et 1000 instruments qui commandaient les hommes. Chaplin qui est là. Et on cède au bruit comme on cède à la guerre. Et puis il y a Molly. Alors ça je vous réserve ça pour la fin. Il faudra quand même que je vous remonte le moral à la fin. Il y a Molly. Molly, mais c'est cette prostituée américaine à Détroit avec qui il va se lier. Et elle met le doigt sur la plaie, sur le point vif de cette errance de Bardamu, au moment où il est prêt à le quitter, alors qu'elle était prête à tout lui donner, et il va la quitter parce qu'il aime mieux, comme il dit, son vice, à savoir cette envie de m'enfuir de partout, à la recherche de je ne sais quoi, par un sot orgueil sans doute, par conviction d'une espèce de supériorité. Vous savez, ça
C'est curieux à dire, mais parce que le contraire de l'idéalisation, c'est Céline. Le roman du Moyen-Âge, c'est l'idéalisation par excellence. Les idéaux, l'amour courtois, etc. Mais c'est quand même, Voyage au bout de la nuit, c'est le strict équivalent des romans de chevalerie, d'aventure et d'amour du Moyen-Âge. D'être toujours au-delà de l'aventure que l'on rencontre et que l'on accomplit. D'une quête qui est sa raison d'être et qui n'est jamais finie. Tant qu'on n'a pas fait l'épreuve, dans la détresse, dans l'échec, dans la mort, de qui on est. Voilà, c'est un roman, oui, comme souvent un roman de chevalerie au XXe siècle. Et elle lui dit ceci, Ferdinand, vous en êtes comme malade de votre désir d'en savoir toujours davantage. Enfin, ça doit être votre chemin à vous, par là, tout seul. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Cette obsession de savoir ce qui est allé le plus loin dans cette nuit. Il y a plusieurs comparaisons qui interviennent dans le texte, avec la vieille en rouille, la vieille mère en rouille qui ne voulait pas mourir une fois qu'elle a été tuée. Bardamu estime qu'il est allé plus loin qu'elle. Mais par rapport à Robinson, non, il n'est pas allé aussi loin que Robinson. Donc, quels sont ceux de ces personnages qui sont allés jusqu'au bout de la nuit, ou qui sont allés plus loin, ou qui ont fait encore un pas de plus? Il ne veut pas, en tout cas, en restant davantage avec Molly, tricher avec son destin. J'avais aussi ce sale penchant, comme il dit, pour les fantômes. Alors là, il rentre de l'autre monde. Je vous ai dit, c'est la partie hard du Voyage au bout de la nuit, dont je vous dirai peu de choses, bien sûr. C'est terrifiant. C'est la grisaille boueuse de la banlieue parisienne. Il s'établit à la Garenne Rancy comme médecin. Le voyage continue, contrairement à ce que disent les commentateurs. Il dit partie sédentaire. Mais non, pas sédentaire. Le voyage continue, mais immobile, bien sûr. C'est même par là que j'ai commencé à vous parler, à vous introduire ce texte avec les citations initiales que je vous ai données, où s'énoncent les vérités les plus cyniques sur les hommes. Vous voyez la description qu'il fait. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit. Du jus de fumée qui trempe la plaine depuis Levallois. Un rebut de bâtisse tenu par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Tout un programme dans la vase et la gadoue. Et les gens, les clients malades, pleurnichards, qui viennent voir leur médecin, en même temps qu'ils me montraient de laideur en laideur, au pluriel, tout ce qu'ils dissimulaient dans la boutique de leur âme et ne la montraient à personne qu'à moi. Alors ils menacent, je dirai tout un jour, si je peux vivre assez longtemps pour tout raconter. Alors dans l'intrigue, bon, c'est l'histoire du couple enrouille, petit bourgeois, faisant des économies, etc., essayant de se débarrasser de la mère ou de la belle-mère qui finit par leur coûter un peu trop. Et puis c'est l'histoire de Bébert, cet enfant de 7 ans qui a cette affection toute simple comme celle des bêtes. Et d'ailleurs, Céline appellera son chat Bébert, comme vous savez, qui va mourir, il ne peut pas le sauver de la typhoïde. Et puis Robinson. Et puis l'assassinat sordide dont je vous ai parlé qui rate pour se débarrasser de cette vieille qui ne veut jamais mourir. Alors s'enchaîne ici une cinquième partie où on peut dire par dégoût et aussi par précaution, puisqu'il y a quand même un crime pas très net, enfin une tentative de crime, si la justice commençait à s'y mêler, ça pourrait quand même poser des problèmes, où Bardamu donc laisse tomber sa pratique, file en douce de Rancy, et nous dit ceci: j'ai fini par m'endormir sur la question dans ma nuit à moi, ce cercueil, tellement j'étais fatigué de marcher et de ne trouver rien. Il y a ce moment de fatigue aussi qui est important. Et de relever que ça sert à ça, l'amour. Je ne vais pas parler de l'amour parce que je vous aller pour pour deux références, celle-ci. Autant pas se faire d'illusions. Les gens n'ont rien à se dire. Ils ne se parlent que de leur peine à eux chacun. C'est entendu.
chacun pour soi, la terre pour tous. Ils essaient de s'en débarrasser de leur peine sur l'autre, au moment de l'amour. Mais alors ça ne marche pas. Ils ont beau faire, ils la gardent tout entière, leur peine. Et ils recommencent, vous êtes jolie, mademoiselle, etc., etc. Eh bien, le narrateur, lui, il veut aller au bout de sa peine. Il veut la porter, l'approfondir jusqu'au bout. Et ce n'est pas un hasard si après la cinquième partie, qui se passe entre Paris, alors il y a aussi le Gaumont Palace, bon, enfin, bref, je passe le cinéma, etc., qui est là, et puis Toulouse, où prennent place des épisodes fantastiques dans cette période-là. L'épisode, je dirais, chagalien ou faustien de la sarabande des morts qui passe à travers les nuages dans le ciel de Paris, tous les morts là, qui reviennent, y compris ceux des guerres antérieures. Ou bien ce caveau aux momies dans l'église Saint-Éponyme à Toulouse, que fait visiter la vieille Enrouille, justement, avec Bardamu, genre atroce. C'est là où on a réglé le compte pour de beau, parce que finalement, Robinson, va la voir, la vieille Enrouille, n'est-ce pas? Il va finir par la faire tomber de l'échelle et elle va se fracasser le crâne. La sixième partie, où se passe-t-elle, la sixième partie du roman? Elle se passe avant le drame passionnel final, le coup de revolver que Madelon va tirer sur Robinson. Madelon, elle s'appelle Madelon. Hein. Vous vous rappelez la chanson que l'on chantait en 1914, hein. La Madelon vient nous servir à boire. Donc on l'appelle Madelon. Donc on retrouve à la fin du roman l'écho évidemment de la guerre initiale. Pas pour rien qu'elle s'appelle Madelon ici. Donc ça se passe où? Dans un asile de fous. L'asile de fous de l'aliéniste Bariton, qui d'ailleurs déteste la psychanalyse et toute cette façon de se tortiller le cerveau, comme il dit maintenant. Enfin bref, il s'en prend à la psychanalyse que connaît très bien Céline, bien sûr, à l'époque. C'est à Vigny-sur-Seine, c'est la dernière partie, le dernier endroit où se déroule le roman. Bardamu nous dit « Je me tenais au bord », donc il est employé, enfin il est assistant de ce docteur, et d'ailleurs il va hériter finalement de cette clinique le jour où l'aliéniste Bariton, brusquement, on peut dire émoustillé ou émerveillé par la littérature anglaise, décide de partir pour l'Angleterre, bon, et de laisser en plan tous ces fous. « Je me tenais au bord dangereux des fous, à leur lisière, comme s'ils m'eussent attiré sournoisement dans les quartiers de leur ville inconnue. » Vous voyez bien la métaphore ici qui permet de faire le lien avec la ville de l'autre monde dont on est rentré à New York, les quartiers de leur ville inconnue. L'envie vous prend quand même d'aller un peu plus loin, toujours cette obsession, d'aller un peu plus loin pour savoir si on aura la force de retrouver sa raison quand même parmi les décombres. Donc le voyage continue, mais qui touche à un point limite, à une sorte de à quoi bon, à une fatigue, comme avec cette remarque qu'il va faire. En pensant à présent à tous les fous que j'ai connus chez le père Bariton, je ne peux m'empêcher de mettre en doute qu'il existe d'autres véritables réalisations de nos profonds tempéraments que la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar. La grande fatigue de l'existence n'est peut-être en somme que cet énorme mal qu'on se donne pour demeurer 20 ans, 40 ans, davantage raisonnable, pour ne pas être simplement profondément soi-même, c'est-à-dire immonde, atroce, absurde, cauchemar d'avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudiquant qu'on nous a donné. Et pourtant, et je conclue quand même là-dessus, je ne veux pas vous laisser sur des choses pareilles, dans cette noirceur sur la lisse, dans ce cauchemar, il y a 2 ou 3, pas plus, fugitifs traits de lumière dans les 500 pages en question. Et c'est là où on retrouve Molly, la prostituée de Détroit, au moment où il va la quitter. « J'avais de la peine, se dit-il, dit Bardamu. Cette fameuse peine qui l'accompagne toujours.
J'avais de la peine, de la vraie, pour une fois. Pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. Tiens, c'est brusque sorti de son égoïsme. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie, rien que cela. Le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Un chagrin lié à ce vrai don venu de l'autre. Un chagrin qui rouvre comme une vanne de vrais sentiments à l'égard de l'autre et comme Villon à l'égard de ses frères humains. Et il dit encore ceci, « J'ai gardé tant de beauté d'elle en moi, si vivace, si chaude, que j'en ai bien pour tous les deux, et pour au moins 20 ans encore, le temps d'en finir. Pour la quitter, il m'a certes bien fallu de la folie et d'une sale et froide espèce, tout de même. J'ai défendu mon âme jusqu'à présent, et si la mort demain venait me prendre, je ne serais, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, vilain, aussi lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêve Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique. Ça, c'est en Amérique. Et en Afrique. En Afrique, il y a eu le sergent Alcide, sous les tropiques. Alors là, je passe encore une scène fabuleuse d'exercice militaire fictif, puisque les Noirs qu'il avait sous ses commandements n'avaient pas d'armes, donc ils faisaient semblant de faire des opérations militaires. Enfin, c'est à mourir de rire. Et que fait ce sergent Alcide dans cet endroit perdu? Il sacrifiait, il économisait toute sa maigre solde pour faire élever à Bordeaux par les sœurs une lointaine nièce, une petite fille qui était sa nièce qu'il avait. Et là, ce que dit Bardamu, il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il avait offert, sans presque s'en douter, à une petite fille vaguement parente, des années de torture, l'annihilement de sa pauvre vie. Vous voyez la description de l'Afrique à ce moment-là. L'annihilement de sa pauvre vie dans cette monotonie torride, sans condition, sans marchandage, sans intérêt que celui de son bon cœur. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier, et cela ne se voyait pas. Eh bien, voyez-vous, un homme, quoi qu'il ait fait, un homme capable d'écrire ça d'une femme ou d'un garçon, cet homme-là ne peut pas être mauvais.